Bonjour à tous et merci de revenir sur Event News TV. Cette fois-ci, nous recevons en toute exclusivité le Premier ministre Charles Konan Banny qui a accepté de venir sur notre plateau pour parler avec nous de la crise politique. Mais surtout, il faudra savoir que le Premier ministre est candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain et avec lui, nous allons échanger sur tous ces sujets. Mais il faudra quand même aussi planter le décor pour dire que le Premier ministre, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, est ancien gouverneur de la BCEAO, mais surtout la dernière fonction qu'il a occupée, il était le président de la commission dialogue, vérité et réconciliation CDVR. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour, voyez-vous, vous m'avez appelé Monsieur le Premier ministre. Oui. Et vous avez remarqué que vous avez dit ancien gouverneur oui. et président de la commission dialogue, vérité et réconciliation. Oui. Et pourtant on m'a appelé Monsieur le Premier ministre. Oui. Ça veut dire qu'entre-temps, j'ai assumé les responsabilités d'État. Oui. Parce que j'ai eu l'honneur de conduire le gouvernement de la République en 2006. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'être sur notre plateau. On va commencer cette interview avec l'actualité. Et l'actualité politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est d'abord avant tout le procès des Pro-Gbagbo. Un procès au cours duquel des peines lourdes ont été prononcées. Et vous avez réagi. Et je vais vous citer, vous avez dit que ce verdict ne contribue pas à la réconciliation et à la cohésion de notre nation, cohésion à laquelle je me vertue à donner un sens. Et je vais plus loin pour vous citer encore, vous avez dit l'on devrait présenter tous les coupables à la barre. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez revenir sur ces propos? Oui, je crois que ça n'étonnera personne. En disant ça, je suis non seulement dans mon rôle c'était en tant que président de la commission dialogue, vérité et réconciliation, de faire en sorte que, après la grave crise que notre pays a connue, qui a opposé des Ivoiriens, au passage, j'aime pas les termes pro-pro, ça nous a fait trop de mal, j'aime pas ça, c'est tous des Ivoiriens, tout le monde est Ivoirien, et les Ivoiriens se sont opposés, pour des considérations, j'imagine, d'ordre politique. Mais la crise a été tellement grave que mon opinion est qu'aucune raison ne justifie que les Ivoiriens aillent en guerre les uns contre les autres. Donc après cette grave crise, j'ai accepté, parce que j'y ai cru, parce que je crois, c'est conforme à ma philosophie, que le peuple de Côte d'Ivoire doit se rassembler, doit laver le linge sale, le tissu déchiré, nous devons faire en sorte pour le recoudre. J'ai accepté cette mission. Je dis souvent que ce n'était pas une fonction, ce n'était pas un job, c'était une mission, un impératif catégorique. Certains m'ont dit, mes amis m'ont dit, on était un piège. Je leur dis, même si c'était un piège, je considère que la réconciliation est une nécessité catégorique. Ce n'est plus un dossier à plaider. Il est plaidé hier, aujourd'hui comme demain, le peuple de Côte d'Ivoire devra se retrouver. Et j'ai agi dans ce sens et nous avons posé les principes. Il faut que la réconciliation soit inclusive, par définition. Qu'elle soit consultative, pas construction, pour que les Ivoiriens soient consultés. N'est-ce pas? Et qu'ensemble, nous allions vers le rassemblement des Ivoiriens. Et nous avons dit aussi qu'il faut que ce soit fait dans l'équité. Ni impunité, ni vengeance. Justice dans l'équité. Voici les principes que nous ont guidés. Sauf que nous n'étions pas juges judiciaires, mais nous sommes juges de pardon. Dans la vérité, une fois que les faits auraient été établis, et vous avez remarqué, on ne se fait pas la guerre soi-même, on ne se tue pas soi-même. Si les Ivoiriens sont venus à s'entretuer, c'est qu'effectivement, les uns et les autres ont tué les uns et les autres. C'est une évidence. Si on décide de régler cette affaire-là, et si on passe par la justice judiciaire, alors il est évident aussi que les présumés coupables ou les responsabilités sont dans tout le pays. J'ai failli dire dans tous les camps, je n'aime pas trop le terme, mais pour la clarté de mon propos, les présumés coupables et les présumés responsables sont dans tous les cas. Voilà le schéma que nous avons suivi. C'est quand même surprenant de voir que dans un procès, il ne passe à la barre présumés coupables que les gens que l'on peut classer dans un seul camp,
Ça, c'est déjà surprenant. Je vais vous dire que les Ivoiriens n'y croient pas. Cela conforte l'opinion des Ivoiriens que nous avons recueillie, selon laquelle leur justice n'est pas équitable. Une justice qui n'est pas équitable n'est pas une justice, c'est de l'injustice. Donc ce sentiment-là est établi. Ce n'est même pas une opinion. Les faits le démontrent. Je veux dire autre chose. Normalement, la chose jugée a autorité. Les principes de droit généraux du droit, l'autorité de la chose jugée. Je ne suis pas là pour juger le juge. Je constate que le verdict ne rassure pas. Ne rassure pas parce que c'est à géométrie variable. Et ce n'est pas en relation avec les responsabilités présumées que l'on peut accorder aux uns aux autres. On a dit que c'est un procès qui est né d'une crise politique, n'est-ce pas? Donc, viennent à la part que les responsables politiques. Alors, monsieur le Premier ministre, je ne vais pas vous interrompre, justement, comme vous êtes sur ce sujet, oui. Alors, vous privilégiez la justice diplomatique qui permet de régler les conflits loin des bruits à la justice punitive. Et donc, en Côte d'Ivoire, on parle de justice des vainqueurs. Qu'est-ce que vous dites à propos de cela? Non, il n'y a pas de justice diplomatique. Il y a effectivement une justice restaurative qui n'est pas ivoirienne. C'est la justice de pardon. À côté de la justice classique, punitive, qui fait partie de la République, n'est-ce pas? Des pouvoirs qu'un pays démocratique doit avoir, il y a une forme de justice qui s'organise dans le monde, qui est la justice de restauration, où on admet que dans la vérité, certains reconnaissent leur responsabilité quand il s'agit effectivement de crimes de masse, parce qu'on ne va pas mettre tout le monde en prison, n'est-ce pas? Que les gens acceptent de reconnaître leurs fautes et que la nation accepte de pardonner. Cette justice-là, c'est ce que nous avons expérimenté. N'est-ce pas? Ce que je constate, c'est que là aussi, je n'aime pas trop le terme de justice des vainqueurs. Moi, je considère que le verdict qui a été fait indique que la justice est aux ordres. Aux ordres. J'ai rencontré un éminent homme de droit tout à l'heure qui me dit, et pourtant il ne peut pas être soupçonné de ne pas être proche du pouvoir, il n'est même pas ivoirien, et qui me dit c'est quand même surprenant, c'est rare de voir un jury qui va doubler les peines requises par le procureur. N'est-ce pas? Oui. 10 ans ont été requis Par le procureur pour Mme Gbagbo, 20 ans est le verdict. C'est quand même un peu gênant, à tout le moins, à tout le moins. Et c'est ça qui ne rassure pas les Ivoiriens. Nous aurions voulu deux choses. Que les responsabilités qui sont également réparties, j'ai reçu beaucoup de responsables de cette crise armée, des gens qui ont fait la guerre et qui se sont entretués, ou qui, à la faveur de la guerre, ont commis des exactions. Je vous assure qu'ils étaient de tous les côtés. Certains sont venus reconnaître devant la commission, reconnaître leur forfait. Parce que persuadés qu'après cela, l'effet de catharsis va jouer et que l'effet de pardon que nous recherchons leur permettrait de se réinsérer dans la société ivoirienne. Donc, les responsabilités sont reparties. C'est évident dans une guerre. Donc si on veut sortir, moi je suis là pour ça, je suis là pour aider la Côte d'Ivoire à sortir de cette crise qui a trop duré et qui n'est pas à la faveur du pays, qui nous a empêchés, qui a déchiré notre tissu, notre belle cohésion sociale, notre belle entente, notre fraternité, n'est-ce pas? Et qui a contribué à cliver davantage. Ce verdict, je crains fort qu'il ne vienne davantage consolider le clivage. Monsieur le Premier ministre, merci, mais justement, on vous a confié une mission. La mission, c'était de réconcilier les Ivoiriens. Vous étiez à la tête de la CDVR, comme je l'ai dit tantôt. Vous avez rendu les conclusions de votre mission au président de la République. Jusque-là, ces conclusions ne sont pas publiées. Qu'est-ce qui bloque? Je pense que la question s'adresse au chef de l'État. Vous avez dit des termes qui sont justes. Mission. On vous commet une mission. On vous envoie, vous êtes un envoyé pour faire une mission. Vous l'accomplissez du mieux que vous pouvez. Du mieux que vous pouvez. Là-dessus, je vais vous dire
tous les experts, tous les gens sérieux reconnaissent, y compris le président lui-même, a une appréciation élogieuse. M'a dit, c'est un excellent travail qui a été fait. Lorsque nous avons présenté le rapport intérimaire au président de la République, celui que je considère comme un parrain de cette mission, le secrétaire général de l'ONU, l'ancien secrétaire général Kofi Annan, l'a dit, c'est un travail qui a été scientifiquement fait. Le nonce apostolique, dans son adresse au chef de l'État, à l'occasion de la présentation des vœux, vous le lisez, il a fait un paragraphe, je le remercie d'ailleurs, où il apprécie favorablement, avec des éloges, le travail, ou salue l'important travail accompli par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Donc, pour moi, mission accomplie. J'ai fait des rapports. Ce qui est important dans le rapport, deux choses. La recherche de la vérité. Qui a fait quoi? Et qui a fait quoi? Ben, c'est également réparti. Je n'ai pas dit numériquement, également réparti. Deuxième chose, les recommandations. Les recommandations, nous l'avons fait au chef de l'État. Et tout cela, dans quelle optique? Dans l'optique de promouvoir un certain nombre de valeurs. D'abord, reconnaître que dans un pays, le droit à la différence est presque sacré. La liberté est sacrée. Et en fin de compte, faire en sorte que la démocratie soit le système par lequel on va construire la nouvelle Côte d'Ivoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'ordonnance signée par Monsieur le Président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui le dit. Et nous avons essayé de travailler dans ce sens. Je lui ai remis le rapport, libre à lui de faire partager aux Ivoiriens les conclusions de ce rapport. Je ne désespère pas, il le fera, mais le plus tôt le mieux. Vous avez aussi, je crois que dans les recommandations qui étaient les vôtres dans cette mission qu'on vous a confiée à la tête de la CDVR, vous deviez, je crois bien, écouter le témoignage de tous ceux qui étaient impliqués à un haut degré, les quatre grands, comme on le dit, dans cette crise, le président Alassane Ouattara, le président Bédié, le président Laurent Gbagbo qui est à la CPI, et puis je crois le premier ministre Soro Guillaume. Alors jusque-là, vous n'avez pas pu rencontrer toutes ces personnes. Qu'est-ce qui n'a pas marché aussi à ce niveau? Non, l'ordonnance n'indique pas que je dois rencontrer tel ou tel. C'est à moi et à la commission. À la commission, parce que ce n'est pas tellement une mission qui m'a été confiée à moi tout seul. Elle a été confiée à une commission dont je suis le président, dont j'étais le président. Donc c'est à la commission que ça a été confié. Il ne faut pas perdre de vue. Parce que cette façon des Ivoiriens de personnaliser les problèmes, ça aussi, ça crée, ça contribue à mettre de la confusion. Donc, cela étant, la commission, l'ordonnance ne nous dit pas rencontrer telle personne, telle personne, telle personne, telle personne. L'ordonnance nous a confié une mission avec des tâches précises. D'abord, il faut que nous fassions la typologie de toutes les violations des droits de l'homme intervenues en Côte d'Ivoire depuis un certain temps. Et nous avons fait une consultation pour demander aux Ivoiriens jusqu'où voulez-vous que nous allions dans le passé. Et nous l'avons dit clairement. Et nous travaillons dans cet espace de temps. Et puis à nous de faire jouer notre intelligence. Comment nous allons faire pour arriver à la vérité? Il s'agit aussi de rechercher la vérité. Qui a fait quoi? Bon, oui, il n'est pas interdit de penser que ceux que vous venez de citer, et qui certains ont cru, ont installé cette commission, sans même qu'on les appelle, viennent eux-mêmes contribuer à la réconciliation. Mais pensez-vous que dans la situation actuelle, ils seraient venus? Bon, alors on va quitter Pourquoi ce niveau. vous n'êtes pas allé vers eux, monsieur le Premier ministre? On va quitter, je viens. On va quitter ce niveau-là. Je ne vous ai pas encore dit que je ne suis pas allé vers eux. D'accord. Bon, on va quitter ce niveau. Mais ce qui j'ai observé, même ceux qui ne sont pas à ce niveau de responsabilité, mais qui étaient en prison. Mon intention, quelques mois après, c'était d'aller rendre visite à toutes ces personnes. Je reviens en arrière pour dire que mon intention première, c'était de lancer un appel en disant, mon cher frère Laurent Gbagbo, tu ne peux pas
te soustraire de la réconciliation et personne ne doit te soustraire de ce processus de réconciliation parce que tu as été parmi les présidents, historiquement, c'est lui qui a gouverné la Côte d'Ivoire le plus longtemps après Félix Houphouët-Boigny. Et après ton départ, nous sommes rentrés dans ce processus, tu as un rôle à jouer. C'est pour ça que j'avais décidé d'aller voir le président Gbagbo à La Haye, avant la première audience de confirmation des charges. Bon. Mais quand on vous commet pour une mission, c'est lui qui vous commet malgré tout. Vous lui devez des comptes. Je m'en ouvre au chef de l'État. On n'avait pas la même vision. Plus grave, je m'entends dire que la mission qu'on m'a confiée, pour l'exécuter, considère que ceux qui sont dans les liens avec la justice pénale ne sont pas concernés par la réconciliation. Ne sont pas concernés par la réconciliation telle que je dois la mener. Mais la réconciliation n'a pas de frontières, n'a pas de bornes, n'a pas de limites. Elle est inclusive, n'est-ce pas? Elle ne va exclure ni qui que ce soit, ni personne. Alors, voyez-vous, il faut faire attention. Je ne veux pas ajouter à la crise que n'aurait-on pas dit. Que n'aurait-on pas dit, oui, Bani, etc., etc. D'ailleurs, le constat a été fait. Dites au président de la commission que nous sommes d'accord sur notre désaccord. Moi, mon point de vue, c'est qu'il fallait intégrer toutes ces personnes dans le processus pour au moins les entendre et les inciter à participer. L'autre version, c'est que non, ils sont dans les liens de la justice pénale va s'en charger. Jusque-là, ce n'est pas ma conception, mais c'est la conception de ceux qui ont créé la mission. Mais jusque-là, tout est possible. Si la justice pénale se rend dans la vérité, le verdict, la décision se rend ou se passe dans la vérité des faits. Si tout le monde est concerné, si elle est inclusive, si elle n'est pas discriminatoire, n'est-ce pas, et que le verdict tient compte des faits, de la vérité, écoutez, moi je n'ai pas l'amour propre d'auteur, et qu'on tient compte de ce que le pays doit se réconcilier, je n'ai pas l'amour propre d'auteur. Mais ce n'est pas le cas. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que les décisions qui ont été prises auraient pu participer à la réconciliation. Mais rassurez-vous, je ne veux pas le dire parce que peut-être il suffit de le dire pour que ça ne se passe pas. Mais je veux le dire parce que je l'ai souvent proposé au chef de l'État. En disant, pourvu que la justice pénale aille jusqu'au bout, pour que vous, en tant que président, vous êtes le président du Conseil supérieur de la magistrature, vous puissiez faire jouer votre droit en tant que président de la République, le droit de grâce. Donc j'espère, et je pense même que c'est ce qui va se faire. Mais en attendant, il aurait fallu que les décisions de justice rassurent les Ivoiriens. N'est-ce pas? Que c'est équitable, que c'est juste. Car une justice qui n'est pas équitable et qui n'apparaît pas juste n'est pas une justice, ça s'appelle de l'injustice. Merci, monsieur le Premier ministre, on vous a très bien compris. Et tout à l'heure, on va ouvrir la brèche du PDCI et de la présidentielle 2015, présidentielle à laquelle vous allez participer en octobre prochain. Mais avant cela, vous avez participé aux obsèques de la mère du président Laurent Gbagbo. Quelle est la symbolique que vous vouliez vraiment donner en vous présentant là-bas? Non, rien du tout, c'est un acte tout à fait humain. Voyez-vous, c'est ça l'une des plaies de la Côte d'Ivoire. On pense qu'un acte posé, qu'il n'y a plus d'acte gratuit ou humain. Jean Konambani, qui est mon frère aîné, a été en prison avec Koudou, le père de Laurent Gbagbo. Je ne vais pas vous raconter des anecdotes, des histoires que j'ai échangées, sur lesquelles j'ai échangé souvent avec le président Gbagbo. Donc ça fait pas, c'est pas d'aujourd'hui que les relations de famille existent entre les Gbagbo et ma famille. Je veux même vous surprendre. Je disais souvent à mes frères de la région que la dernière épouse de mon père est de la région. La dernière épouse. Ma dernière mère, parce que mon père était polygame. Malheureusement, la polygamie maintenant n'est plus acceptée. Sa dernière épouse, elle est décédée il y a 3 ans, est de la région. N'est-ce pas?
Et souvent, je dis au président Gbagbo, quand on reconstruisait la Côte d'Ivoire, je dis Laurent, quand il n'était pas président, même quand il était président, je lui ai dit, le jour où je vais rentrer en politique active, je vais aller chercher un poste de député, mais tu sais où? Il me dit non, je dis chez toi là-bas, à Ouagadougou. Et je vais te battre. Il me dit, il me regarde, il me dit, Charles, tu ne vas pas me battre, mais je reconnais que tu vas me fatiguer. Bon, ça veut dire que ces relations-là viennent de loin. Alors comment voulez-vous que dans un tel cas, quand le papa du président Gbagbo est décédé, est-ce qu'on a su, si oui ou non, nous avons été présents aux obsèques? Est-ce que quand nous avons des deuils à Yamoussoukro, est-ce qu'on a su si le président Gbagbo a été présent? C'est tout à fait normal, il n'y a pas de symbole. C'est comme ça chez nous, c'est la tradition, c'est l'humanité. Cette humanité qui n'existe plus en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a plus confiance en nous-mêmes, parce que tout est interprété politiquement, malheureusement. Avec une telle façon de voir, on ne construit pas une société humaine. Mon acte était un acte tout simplement humain, surtout, je termine par là, une mère, c'est précieux. Je dis souvent, pour vous plaisanter, on n'a qu'une mère, chacun de nous a une mère. Par contre, le père, c'est la mère seulement qui sait qui est le père de ses enfants. Donc c'est important une mère. A fortiori quand la mère décède en l'absence de son fils, qui a été le plus illustre de sa famille. Est-ce que ce n'est pas un acte de solidarité? Quand je suis allé aux obsèques de Kyo Pipeline, est-ce que ça posait un problème? Quand je suis allé aux obsèques de Boum-Boabré, est-ce que ça posait un problème? Quand je suis allé, j'ai envoyé une délégation aux obsèques de Tagro, est-ce que ça a été, on s'est interrogé? Nous, c'est comme ça chez nous, dans ma famille, et moi en particulier. En Côte d'Ivoire, quand on ne voit pas à des obsèques, on s'interroge. On dit, ah, Bani n'est pas là aujourd'hui, il y a un problème. Parce que c'est une manifestation de notre solidarité, c'est un trait de notre société africaine et particulièrement ivoirienne que je pense que nous devons conserver autant que possible. Bien sûr, pas exagérer, mais la solidarité, ça compte. Merci, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, vous êtes candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Pour vous, c'est d'abord un acte patriotique et républicain, c'est ce que vous avez dit récemment. Et ensuite, vous voulez surtout défendre l'héritage politique de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Mais c'est aussi pour nous, sans nul doute, c'est nous qui le disons, un challenge qui pourrait être le couronnement de votre carrière politique. Mais par contre, les Ivoiriens sont blasés des hommes politiques et aujourd'hui, ils n'ont plus confiance. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Bien, je suis candidat pour tout ce que vous avez dit là. Mais par-dessus tout, pour aider les Ivoiriens, pour me mettre ensemble avec les Ivoiriens, pour qu'on sorte notre pays définitivement de cette situation dans laquelle les responsables politiques ont plongé le pays depuis trop longtemps à mon goût, depuis pratiquement le décès de Félix Houphouët-Boigny, de vénérer mémoire, depuis 22 ans qu'il nous a quittés. La Côte d'Ivoire n'est plus reconnaissable. Elle a quitté les rails. Elle a quitté les fondamentaux de son histoire, de son destin. Donc, la Côte d'Ivoire que Houphouët nous a laissée, que Houphouët a construite, n'est plus la Côte d'Ivoire dans laquelle nous vivons. En particulier, les Ivoiriens ne se sentent pas bien. Ils ne se sentent pas libres. Ils n'ont plus confiance les uns dans les autres. C'est important. Ce sont des valeurs immatérielles. Ils n'ont plus confiance les uns dans les autres. Et c'est pour tout ça que je suis candidat. Pour que, ensemble, les Ivoiriens prennent conscience qu'ils doivent sortir leur pays de là, pour qu'ils redeviennent le pays qui nous a tous formés, que nous avons tous aimés, que les autres frères africains ont aimé. Et dans lequel ils sont venus pour nous aider à construire, qui a été un modèle. Je suis candidat pour tout cela, pour amener la paix durable, dans la confiance, encore une fois, dans la sécurité, et pour que nous reconstruisions le pays. Alors, bon, je suis candidat pour tout ça. Et pour tout ça, c'est un véritable défi. Mais vous savez, qui n'ose rien n'a rien. De société, Monsieur le Premier ministre. Mais évidemment,
Mais tout ce que je viens de dire là, vous avez reconnu quand même des éléments de ce qu'on appelle un projet de société. Mais entre nous, au début, je ne vais pas livrer ma stratégie, parce que c'est une campagne. Je pense que chacun a une idée de ce qu'il va proposer aux Ivoiriens. Ne vous en faites pas, j'ai une idée. Vous devez être rassurés, les Ivoiriens doivent être rassurés. S'il s'agit de l'économie, je ne suis pas le meilleur économiste, mais je ne suis pas le plus mauvais non plus. S'il s'agit de pratique de l'administration, je crois que j'ai quand même une expérience. Donc j'ai un point de vue. Dans tous les secteurs de la vie publique, je viens de vous dire que j'ai eu quand même la chance de conduire un gouvernement. Certes, pas pendant longtemps, mais qu'est-ce que c'est le temps? Ce qui est important, c'est ce que vous voulez. Donc là-dessus, les Ivoiriens peuvent être rassurés. Je n'ai pas dit que je ferais mieux que les autres, mais je ne ferais pas plus mal que ce qu'ils font. Je ne vais pas tirer les gens par le bas, mais c'est parce que je veux être humble. Je veux être humble. Mais nous, on va proposer aux Ivoiriens ce qu'il faut pour que le plus grand nombre, il trouve son compte, le bonheur du plus grand nombre possible des Ivoiriens, avec une participation effective des Ivoiriens à la construction du modèle dans lequel ils souhaiteraient vivre. Une participation effective. Voilà les éléments pour lesquels je suis candidat, et ce que, quand les Ivoiriens décideront que je suis leur président de la République, c'est que nous ferons ensemble. Le détail viendra plus tard. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous appartenez au PDCI, et chez vous, dans votre parti, je vais dire, il y a deux notions qui sont très fortes là-bas, c'est la démocratie et le rassemblement. Malheureusement, ces deux notions-là sont aujourd'hui parties en fumée avec les divergences qui sont nées au lendemain de l'appel des Daoupo. Comment est-ce que vous avez accueilli cet appel? Et je vous apprends aussi que M. Tébus Kofi, un écrivain connu en Côte d'Ivoire, qui est vraiment la référence à la matière, a écrit un livre pour dire non. Non à cet appel-là. Tout ça, comment est-ce que vous jugez cela? Chacun a sa manière de réagir. Tébus, c'est un artiste, c'est un écrivain. Il a écrit pour dire non. C'est sa manière, je la respecte et je crois qu'il a eu raison. Il est dans son rôle, dans son domaine, c'est un intellectuel. Un intellectuel, on ne le bride pas. Donc il a dit non, c'est sa position. Moi, je ne suis pas un intellectuel, je suis un homme d'action, un homme public. Je ne suis pas un politicien, je suis un homme politique, mais je ne suis pas un politicien. Et je dis non aussi. Vous savez comment je dis non? Je dis non parce que j'ai assumé l'appellation que nous a prêté le président du parti. Quand il a fait son appel à Daoukro, il a dit, ceux qui me suivent, c'est-à-dire les suiveurs, me suivront. Ceux qui ne me suivront pas, je les appelle les irréductibles. Je suis un irréductible. Et ce mot est important. On ne doit pas réduire les gens. Personne ne doit réduire qui que ce soit. On doit avoir de la considération pour les opinions. Je vous ai parlé du droit à la différence tout à l'heure. Donc, le fait même d'utiliser ce vocabulaire est déjà clivant. Et ça, c'est inacceptable pour moi. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la décision du président de notre parti, qui venait d'être reconduit au congrès ordinaire de octobre 2013, est une décision antidémocratique. Puisque les résolutions du congrès avaient acté que le PDCI pour les élections de 2015 aurait un candidat. Le bureau politique qui s'en est suivi a pris acte de cela, était en train de préparer cela. Et voilà que le président, unilatéralement, c'est-à-dire un processus antidémocratique, il n'y a pas de démocratie sans consultation, sans considération des opinions des autres, décide tout seul de le faire, et après seulement, lance une campagne pour aller dire voici les raisons pour lesquelles j'ai fait cela. Entre autres, la raison, c'est que si je ne fais pas ça, il n'y aura jamais de paix. Et ça dit qu'il reconnaît que ceux qui, en faveur de qui il a pris cette décision, sont les responsables de la situation dans laquelle nous sommes. Tout ça n'est pas très démocratique, et n'est pas très clair. Et c'est liberticide. Parce qu'on n'a écouté personne avant. La liberté, c'est important. Le débat, c'est important. Je ne vous dis pas que si le président avait eu de la considération pour les uns et les autres, et que cette volonté, ce désir
avait été soumis au Congrès, peut-être qu'on en aurait débattu. Moi, j'en appelle toujours au débat. Le débat est enrichissant. En tout cas, on n'aurait pas connu cette situation qui vient en rajouter à un pays qui est encore fragile et qui est en recherche de sortie de crise. Quand c'est comme ça, il faut faire très attention. Très attention. La preuve, c'est que malgré tout ce qui s'est dit là, et qui est brandi, les majorités à la soviétique, 98-99%, je me demande d'ailleurs pourquoi ils se sont arrêtés en si bon chemin. Vous pensez vraiment que les Ivoiriens sont d'accord? Tous ceux qui ont été les leaders pour aller expliquer, vous m'entendez bien, hein, expliquer la décision, et pour obtenir l'adhésion des populations, quand ils sont honnêtes, et la plupart le sont d'ailleurs, mais en privé, hein, dans le privé, vous dites ça ne passe pas. C'est ça la vérité. Mais on fait un passage en force. Tout ça, pour moi, est inacceptable. Est inacceptable. On ne peut pas construire une société sur du faux, sur des choses qui ne sont pas vraies. On ne peut pas contraindre indéfiniment un peuple. C'est dangereux. Mais moi, je suis candidat pour rassurer les Ivoiriens, pour faire en sorte que, nonobstant cette grave divergence qui a été créée au sein d'un parti, que nous puissions dépasser ça, qu'on aille à l'essentiel. L'essentiel, c'est de remettre les Ivoiriens ensemble pour que nous reconstruisions nos pays. Ce n'est pas seulement au sein du PDCI, mais tous les Ivoiriens, y compris mes frères qui sont militants au RDR, dont beaucoup d'ailleurs se disent qu'ils ne croient pas du tout. Ils ne croient pas du tout à cette affaire où tous les militants du PDCI suivraient la décision du président Bédié. Je dis bien nos frères du RDR, parce qu'ils ne sont pas naïfs, ils se sentent bien. Voilà. Merci, monsieur le Premier ministre. Et là, justement, vous vous êtes mis ensemble avec 3 autres personnes, le ministre Amara Issi, le député Kouadio Konan-Bertin et le président Kablambou. Avec ceux-là, vous formez désormais ce qu'on appelle les 4 grands qui veulent vraiment briser le tabou de cet appel qui véritablement crée problème au PDCI. Mais en même temps, on se demande si le combat que vous voulez mener contre le PDCI qu'on appelle PDCI RDR, est-ce que vous êtes suivi par les militants? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, vous brassez l'âge? Je vais vous dire une chose. Nous tous qui sommes ici dans cette salle et ceux qui nous écoutent, nous avons été PDCI. Nous avons été PDCI. Parce que c'est le parti creusé. Nous sommes tous PDCI. Nous serons PDCI un jour ou l'autre, au sens non seulement des étiquettes, mais de structures qui rassemblent, n'est-ce pas, qui brassent et qui mettent les Ivoiriens ensemble. Donc quand on dépasse le sigle, on se rend compte, et qu'on dépasse même le phénomène de parti politique, on se rend compte que, au fond, le PDCI n'est qu'un mouvement de rassemblement de tous les Ivoiriens. Vous voyez? Alors, nous n'avons pas voulu que par une telle décision, cette belle construction qui appartient aux Ivoiriens, qui fait partie de leur patrimoine, hein, d'une manière ou d'une autre, chacun de nous a un père, même si soi-même on n'est plus dans ce parti, on a des souvenirs, on est attaché à cela. Je connais les gens qui sont devant moi, que je vois, dont les parents étaient PDCI, parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Là, disons-on. J'ai eu une petite parenthèse, j'ai posé la question à Laurent Gbagbo, pourquoi tu n'es pas PDCI? Je garde la réponse qu'il m'a faite pour moi. Mais je lui ai dit, ta réponse ne me convainc pas. Parce que ce que tu dis là, moi j'ai subi la même chose. Et pourtant, je suis PDCI. Bref, vous voyez. Bon, donc c'est ça ce qui est important. Nous sommes 4 qui avons décidé de dire non. Non à cette façon de faire, où un parti décide de se saborder. Le mot n'est pas trop fort, hein? Saborder. Mais rassurez-vous, le PDCI ne mourra pas. Parce que l'immense majorité des populations est attachée à ce parti. On ne peut pas comme ça effacer un souvenir. On ne peut pas réécrire l'histoire d'un revers de main. Moi je ne suis pas contre les rassemblements, les regroupements de partis.
nous avons milité pour le RHDP. Vous ouvrez la brèche, je vous interromps rapidement, vous ouvrez la brèche, le passage à San Pedro, que le président Alassane Ouattara a justement parlé de cela. Il souhaite qu'après les élections, qu'on aille à un parti unifié. Vous qui êtes enfin les partis qui sont membres du RHDP aillent à un parti unifié. Mais pourquoi ils font tout ça avant les élections? C'est une excellente question. Eh bien oui, il faut lui poser. Il faut poser au président. C'est ce que j'allais dire. Le RHDP, c'est un regroupement de partis. Comme LMP, c'était un regroupement de partis. N'est-ce pas? Et chacun des partis, le RHDP n'est pas un parti. C'est un regroupement de partis avec un S au fond, à la fin de parti. Le PDCI, le RDR, le MFA, et puis le parti de Maverick Caucus. Mais le RHDP a dit, au premier tour, chaque parti va sous son étiquette. Donc, au premier tour, on va chacun sous son étiquette, on choisit, au deuxième tour, où on élimine, je ne sais pas, il y a la formule qui dit ça, et au deuxième tour, on se coalise derrière celui qui est en bonne position. En bonne position. C'est ce que nous avons fait en 2010. Mais diantre, pourquoi un tel modèle n'a pas été reconduit? Je vous fais une autre confidence. Moi, j'avais pensé effectivement que peut-être il fallait regrouper les partis, n'est-ce pas? Et à l'époque, en 2010, nos frères du RDR étaient contre ça. La candidature unique était interdite de débat. Ce n'était pas une question à mettre en débat. Parce que le président Ouattara, il a eu raison d'ailleurs. Peut-être plus qu'il est le président de la République maintenant. Il n'était pas question de débat, cela. Craignant que si on allait déjà dans une formule de candidature unique, il ne soit pas retenu comme le candidat unique du RHDP. Aujourd'hui, il dit qu'il découvre les vertus magiques et magnifiques d'une telle formule. On ne peut pas constamment dire un schéma est bon quand ça me profite à moi et il n'est pas bon quand il peut ne pas me profiter. Ça, on ne peut pas construire durablement une société comme cela. Donc l'histoire de regroupement des partis, je pense que c'est de la prospective. Il faudrait bien qu'un jour les Ivoiriens acceptent de créer 2, 3 ou 4 grands partis, n'est-ce pas? Pour que le débat démocratique, que la démocratie soit une réalité. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais vous avez noté que le président dit que c'est après les élections. Alors même qu'avant les élections, de manière ad hoc, on a mis ça et que ça lui profite. Écoutez, voyons. On vous a très bien compris, monsieur le Premier ministre. En votre sein, les 4 grands du PDCI qui sont coalisés pour dire non à l'appel de Daouko, est-ce qu'il est question d'une candidature unique? Nous avons fait une déclaration, nous sommes mis devant la presse, pour dire que la première chose qui nous unit, c'est notre opposition à ce qu'on appelle l'appel de Daouko. Ça, c'est ça. C'est notre façon à nous de dire non. Deuxièmement, chacun de nous est candidat au sein de son parti pour obtenir l'investiture de son parti, pour aller cueillir le fauteuil, pour aller prendre le fauteuil présidentiel, pour le donner au PDCI. Soit dit à ça, moi je vais aller prendre le fauteuil présidentiel pour, conformément à la tradition africaine, le confier aux aînés, y compris Henri Konabédié. Je lui ai dit. Et je vais le faire. Bon, maintenant, comme nous sommes tous les 4 déterminés à aller au présidentiel, nous savons aussi que la meilleure façon pour nous de ne pas y arriver, c'est d'aller à 4, d'aller diviser. Donc nous avons un programme qui va nous conduire à faire en sorte que nous n'allions pas diviser. Ça, il faut que ce soit clair. Nous l'avons dit. Nous ferons tout pour ne pas aller en ordre dispersé. Ce qui veut dire le moment venu, parmi vous, quelqu'un sera désigné pour conduire. Tout à fait. C'est ce que nous allons faire. Nous allons nous mettre à la tâche. Ce ne sera pas facile, hein. Pas non plus se faire des illusions. Mais nous allons tout faire pour cela. Mais je vais même vous dire autre chose.
ne vont pas nous arrêter à là. Nous cherchons une coalition plus large encore, qui dépasse les frontières du PDCI. Pour que tous les frères ivoiriens qui veulent un changement vrai en Côte d'Ivoire, pour qu'on sorte de cette situation de peur, où les Ivoiriens n'ont plus confiance les uns dans les autres, et qui sont prêts à construire ce que j'appelle la société de confiance, quelle que soit leur étiquette politique, il faut qu'on se mette ensemble. En fait, les 5 années qui vont venir, nous devons être consacrés à restaurer la Côte d'Ivoire, à remettre la Côte d'Ivoire sur ses rails, ou à chasser la violence de la politique, n'est-ce pas, à chasser les anathèmes, à faire en sorte que les clivages disparaissent et que nous recousions le tissu déchiré, et pour lequel, je dois dire, nous sommes tous un peu responsables, soit par action, soit par omission, n'est-ce pas? Et ça, c'est le programme de base. Donc, ce n'est pas seulement les 4, mais c'est tous les autres qui ne sont pas d'accord que les choses se passent comme elles se passent aujourd'hui. J'ai une formule, voilà, parce que vous êtes candidat, moi je suis candidat, parce qu'on ne comprend pas que j'ai été proche d'Alassane Ouattara et que je sois candidat. Mais enfin, où est la liberté? Et puis, c'est le peuple qui va décider. Hier, il a été candidat, il a été élu. Mais aujourd'hui, demain, je serai candidat, je serai élu. Mais où est le problème? C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté. Nous sommes candidats aussi pour ça. Mais pas entre nous seulement. J'insiste, une large coalition de tous ceux qui veulent un changement. En Côte d'Ivoire. On tire à la fin de cette émission, Monsieur le Premier ministre, vous disiez récemment, et ce sera les 2 dernières questions qu'on va vous poser, vous disiez récemment que tout le monde peut abandonner le PDCI, sauf vous. Vous l'avez dit lors de votre présentation des candidatures, mais pourtant le PDCI vous a abandonné, vous risquez maintenant d'aller en candidature, on va dire, indépendante, alors qu'on vous connaît, on connaît votre famille, on sait que votre aîné Félicien Kodjo Konia, voilà, c'est bien le nom, a été membre fondateur du PDCI. Alors, est-ce que ça vous arrangerait d'aller en candidature indépendante, parce que le secrétaire général actuel du PDCI a dit que toute personne qui utiliserait le sigle PDCI serait poursuivie? Ça, c'est son opinion. Voyez-vous, je suis pour la libre expression des opinions. Donc, ce n'est pas moi qui vais le condamner, c'est son opinion. Oui. Mais vous l'avez... Oui, c'est son opinion. Mais il n'est pas le PDCI. Il n'est pas le militant. Il n'est pas dépositaire de l'histoire du PDCI, de la légitimité du PDCI. Vous savez, le PDCI, c'est quelque chose, hein. Vous avez fait des rappels, là, qui sont importants. Vous avez vu qu'en faisant ces rappels, il est presque impossible de faire croire aux militants véritables du PDCI que Charles Konambani n'est pas un militant du PDCI. Vous comprenez? Et que quand je vais me présenter aux élections, au suffrage des Ivoiriens, il sera impossible de convaincre les Ivoiriens que je ne suis pas un enfant du PDCI. Que je ne défends pas d'une manière ou d'une autre les valeurs du PDCI. Vous comprenez? Donc tout ça, bon, c'est les opinions qui sont émises pour justifier une attitude qui n'est pas forcément l'opinion du plus grand nombre de la majorité. Cela dit, une étiquette, c'est une étiquette. Mais ce qui est important, qui est devant, qui sont les candidats qui seront devant le peuple de Côte d'Ivoire? Qui sont-ils? Qui va convaincre, encore une fois, que si moi je suis devant le peuple de Côte d'Ivoire, celui que je considère, qu'hier, qui considérait comme que j'étais son frère jumeau, il est plus PDCI que moi. Qui est-ce qui va convaincre les uns et les autres de cela? Le juge, c'est le peuple. La souveraineté, c'est le peuple. Donc, allons seulement. Vous savez, c'est avec ce slogan-là qu'on a été champion de l'Afrique. Alors, merci, Monsieur le Premier ministre. Avant de quitter ce plateau, merci d'abord d'être venu. Avant de quitter ce plateau, certainement vous avez un dernier mot pour les Ivoiriens qui vous regardent et pour les militants du PDCI et tous ceux qui voudront bien sur votre projet de société. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? D'abord, je voulais vraiment dire ma fierté. Ma fierté, je l'ai dit aux responsables
de ce médium, hein, que je suis fier de voir que des Ivoiriens sont rentrés dans ce cénacle-là, n'est-ce pas? Je suis fier de voir, je lui ai dit, donc je n'ai aucune difficulté à le dire publiquement. Vous représentez la Côte d'Ivoire qui gagne, qui veut vaincre. Dans ma vie intérieure, j'ai travaillé pour ça, pour des gens qui en veulent, des véritables entrepreneurs. Je voudrais vous offrir un modèle. Dans le domaine des banques, l'un des axes de mon action, c'est de faire en sorte que là aussi, dans un domaine qu'on considérait comme difficile, où l'Africain ne peut pas tenir, c'est vrai qu'on a eu quelques déboires, j'ai travaillé pour ça. Et je suis fier de voir que quelques Africains y ont réussi. Donc c'est la même chose. Donc ma fierté de me retrouver ici, dans une entreprise conduite par des Ivoiriens et qui va aller loin, j'en suis persuadé. Merci, et que je dis, que devais-je dire aux Ivoiriens? Bon, moi, il permis de leur parler, et je vous en remercie. Je leur demande de se rendre compte que les élections qui vont venir vont déterminer pour longtemps l'avenir de notre pays. Ce n'est pas seulement pour 5 ans. J'ai bien l'impression que si nous ne faisons pas attention aux problématiques qui sont les nôtres, Côte d'Ivoire, nous risquons un dérapage grave. Je ne souhaite plus qu'il y ait de la violence en Côte d'Ivoire, dans quelque domaine que ce soit. Ni violence en politique. Je ne veux plus que les armes soient un moyen par lequel on accède au pouvoir. Je suis contre cela. Je ne veux pas de vengeance. Je suis contre la vengeance. Je suis pour le triomphe de la vérité et le respect des uns et des autres. Je suis pour une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens sont remis ensemble, ou pour examiner la situation de notre pays dans la vérité et pour dire comment on va reconstruire ce beau pays que Dieu nous a donné et que nous avons trahi trop longtemps. Donc je voulais dire à mes compatriotes que c'est ça qui me fait courir encore. Je dis souvent que moi j'ai été vraiment, comment on dit, j'étais comblé. Je vais vous donner deux choses. On dit ceci, un homme qui a planté un arbre n'a pas vécu inutile. J'ai planté un baobab au Sénégal. Un baobab, un vrai. Hein? Donc, le jour où je ne serai plus là, on ira voir Bani a planté ce baobab, il n'a pas vécu inutile. Deuxièmement, toutes les fonctions auxquelles un homme peut aspirer, je les ai eues. Où on nomme les hautes fonctions, je les ai eues. Mais bon sang, qu'est-ce qui fait que je suis encore là? C'est parce que mon pays va mal. Et que j'ai essayé de mon côté d'aider à cela. Aider à la réconciliation. On n'a pas dit de réconcilier, aider à la réconciliation. Mais j'ai compris que pour aider, pour réconcilier véritablement, il faut que moi-même je sois le président de la République. Parce que c'est là où tu peux imprimer ce que tu veux. C'est pour ça que je suis président de la République et je suis candidat à la présidence de la République. Je ne suis pas encore président. Avec le soutien des Ivoiriens. Et je pense qu'ensemble, on réussira. Allons seulement. Allons seulement, voilà comment le Premier ministre Charles Konan Banny a conclu cette émission. Merci d'être passé sur notre plateau. Et téléspectateurs d'Event News TV, nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve pour une prochaine émission. À bientôt.